LCP Assemblée nationale et MAF Assurance présentent, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi. À 23 km au nord de Paris, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Tous les ans, ces aérogares accueillent 62 millions de passagers. Un chiffre qui le place au premier rang français, au deuxième rang européen, au 7e rang mondial. On y rencontre ceux qui atterrissent, dans la joie ou la fatigue de l'arrivée, et ceux qui partent, dans l'excitation, la décontraction ou l'angoisse du décollage. Allez, viens. Bonjour et bienvenue dans Transportez-moi. Celui que les étrangers surnomment CDG et les Français Roissy fête cette année ses 40 ans d'existence. Une occasion en or pour nous. L'équipe de Transportez-moi s'est interrogée. Que s'est-il passé dans ces 40 ans? Comment l'aéroport a-t-il évolué? À quoi ressemblera-t-il demain? Les infrastructures portuaires et le développement durable font-ils bon ménage? Tout de suite, le sommaire de notre émission. Paris, Shanghai, Chicago, des aéroports internationaux qui rivalisent de démesure pour répondre à l'intensification du trafic. Ces plateformes se réinventent en lieu d'échange et de commerce où convergent tout mode de transport. Des centres de connexion à l'origine d'un nouveau concept, l'aérotropolis, lorsque l'aéroport fusionne avec la ville. À Roissy, près de 90 000 employés s'activent entre terre et ciel, l'équivalent de toute une ville qu'il faut alimenter en énergie. Chauffage, climatisation, éclairage, déchets, découvrez comment l'aéroport de demain concilie infrastructure et développement durable. Chaque jour, 1400 avions atterrissent ou décollent à Roissy. Un ballet aérien orchestré par les aiguilleurs du ciel. Autorisation de roulage, choix de la piste, respect des trajectoires. Notre chroniqueur Gérard Felzer nous plonge dans les coulisses d'une tour de contrôle. Ou comment garantir la sécurité du transport aérien tout en réduisant son impact sur l'environnement. Petit retour en arrière, souvenez-vous, nous sommes au seuil des années 70. À la télévision, il n'existe que 3 chaînes qui sont diffusées en 4 tiers. Le Concorde s'apprête à effectuer ses tout premiers vols commerciaux réguliers. Le Côte-Barre fait son apparition dans les grands magasins. Et ici, à Roissy, en mars 1974, est inauguré le terminal T1, un bâtiment révolutionnaire. Bonjour. Son architecte, Paul Andreu, a voulu le terminal 1 tout en béton pour sa résistance, mais aussi tout en rondeur, tout en douceur pour aider le voyageur à préparer son envol. Petit problème, un bâtiment rond, finalement, n'est pas très pratique pour les extensions. Aujourd'hui, dans le monde entier, on s'interroge comment concevoir l'aéroport, comment l'agrandir pour absorber un trafic aérien de plus en plus important. C'est un comptoir d'enregistrement Air France comme les autres. So Strasbourg, Paris, Aberdeen. Do you have a bag to check in? Yes. Ce passager part de Strasbourg pour aller en Écosse avec une correspondance à Roissy. Sa valise est pesée, étiquetée. Il ne la reverra qu'à son arrivée à Aberdeen. Pourtant, nous ne sommes pas dans un aéroport, mais à la gare de Strasbourg. En fait d'avion, c'est un TGV qui amène les passagers jusqu'à Roissy. Avec la disparition de la liaison aérienne Roissy-Strasbourg, plus assez rentable, les passagers Air France commencent leur vol en train, mais pas comme n'importe quel usager du TGV. C'est déjà un billet d'avion que le contrôleur vérifie, avec les garanties en termes de retard propres à l'aérien. Les passagers ont un wagon première classe réservé. Voilà, une petite boisson. Et s'il n'y a pas d'hôtesse, ils ont quand même droit à un petit rafraîchissement, comme s'ils étaient déjà en vol. Un dispositif qui marque une tendance forte dans le secteur aérien. Prendre en charge le voyageur au plus tôt, faciliter son accès à l'aéroport.
Le train de Strasbourg arrive d'ailleurs directement dans Roissy. Il y a une gare au cœur de l'aéroport pour les TGV et les RER. Toujours mieux connecter les plateformes en y intégrant tous les modes de transport est aujourd'hui une obligation majeure, d'autant que les accès routiers sont de plus en plus engorgés et que le trafic aérien ne cesse de s'accroître. Les TGV, ils me veulent 4 voies de TGV dans l'aérogare qui vont repartir sur 2. Voilà. Et puis après ça, il y a le métro. Ces architectes qui conçoivent des aéroports dans le monde entier créent aussi dès les premiers coups de crayon les moyens de transport pour y accéder. C'est un impératif, surtout lorsqu'on connaît la taille des nouvelles plateformes. Exemple avec ce projet pour l'aéroport de Shanghai. Sur un plan de Paris, voici la place qu'il prendrait. En gros, là, on a les Champs-Élysées. Et puis ça fait, oui, le corps central ferait à peu près presque tous les Champs-Élysées. Oui, Champs-Élysées-Concorde, à peu près. Champs-Élysées-Concorde. Juste une aérogare. Juste une aérogare. Donc c'est là qu'on regarde, qu'on fait ce genre d'études, on prend totalement conscience de l'échelle urbaine de la plateforme. Et c'est effectivement une ville, imaginée en strates successives. Une sorte de cité verticale où l'on retrouve toutes les composantes de la vie urbaine. Des commerces, des restaurants, de véritables rues avec des jardins, des œuvres d'art, des métros ou même de petits véhicules électriques pour parcourir cette immensité. Les aéroports ne sont plus de simples espaces d'embarquement, mais aussi des lieux de vie. Et ils étendent leur influence au-delà de leurs murs. Il y a plein d'éléments, de fonctions qui viennent s'additionner à la plateforme aéroportuaire. On va avoir des bureaux, il y a les gens qui vont travailler, il y a d'autres fonctions qui se créent. En fait, finalement, l'aéroport est un pôle d'attraction. Il y a beaucoup de choses qui viennent se mettre dessus. Un pôle d'attraction tel que les grands aéroports seraient, selon certains, appelés à remodeler les territoires qui les entourent. Pour cet universitaire américain, l'avenir, ce sont les aérotropolis. Une aérotropolis est par définition une ville bâtie autour d'un aéroport. C'est un développement urbain ou une city dont l'économie est alimentée par les lignes aériennes. Son idée, les aéroports génèrent une forte activité. Alors pourquoi les excentrer? Il souhaite organiser l'urbanisation et la vie autour des pistes. L'aéroport serait un noyau auquel s'arrimeraient des zones économiques, des centres commerciaux, des hôtels, des centres médicaux ou de recherche et des habitations. Une porte ouverte à l'international prolongée par des autoroutes, trains et métros maillant le territoire alentour. De quoi faire des aéroports les pôles de croissance économique de demain. Tout comme les gares ferroviaires le furent au XIXe siècle. Une utopie ? Peut-être sous cette forme parfaitement structurée, mais en réalité, l'évolution est déjà en marche. Les projets sortent des cartons, comme attirés par le transport aérien. Projets d'université, de centres de congrès ou de loisirs, et même parcs d'attractions, avec paradoxalement un handicap qui pourrait devenir sérieux, les transports terrestres. Installée à proximité des pistes, cette société spécialiste du travail de la tôle peut recevoir facilement ses clients venus des 4 coins du monde. En revanche, pour ses salariés, la situation est parfois compliquée. Gérard n'habite pas loin de Roissy, pourtant venir travailler n'est pas chose simple. Les gens transversales sont inexistants ou quasi inexistants. Le peu qui soit, c'est par bus et c'est encore pour le moins ingérable. Alors Gérard vient en voiture. La desserte locale en commun est loin d'être à la hauteur du développement économique. Dans les années à venir, des aménagements sont prévus pour améliorer la situation. Mais le temps presse, les abords de Roissy devraient compter 100 000 emplois supplémentaires d'ici 20 ans. Retour à l'aéroport Charles de Gaulle qui fête cette année ses 40 ans. Dans les années 70 donc, inauguration du terminal 1. Dans les années 80, extension avec les terminaux 2A, 2B, 2C, 2D. Nous voici au seuil des années 90. La télévision est désormais diffusée sur le câble et sur le satellite. Les dirigeants de la planète se retrouvent à Rio pour le premier sommet de la Terre consacré au réchauffement climatique.
Et ici, le VAL, métro automatisé, est créé pour relier le terminal 1 à de nouvelles extensions, les terminaux 2E et 2F, une ligne de 4 km de long. Aujourd'hui, en 2014, les infrastructures portuaires couvrent 3200 hectares, soit un tiers de la superficie de Paris-Capitale. L'aéroport s'agrandit, se modernise et nouvelle préoccupation, il se met au vert. Terminal 2E, porte L. Assurez-vous de ne pas oublier vos bagages. Encore. Redresser. Dernier camion de la journée. Dans ce semi-remorque se trouve un chargement qu'on ne s'attend pas vraiment à voir sur un aéroport. Ah, c'est parti. Chaque année, 30 000 tonnes de bois venus des forêts environnantes arrivent à Roissy, dans cette chaufferie géante. Oui, ce sont les deux chaudières qui alimentent CDG, qui produisent 25% de l'énergie de la plateforme annuelle, ce qui est déjà à peu près 80 000 MWh par an. Depuis 2 ans, les énergies renouvelables ont fait leur entrée sur l'aéroport, jusqu'ici alimenté uniquement au gaz. Vous avez la possibilité de mettre d'autres vues là, sur... oui, on peut mettre... C'est depuis cette salle, aux allures de tour de contrôle, que le chauffage est géré sur la plateforme. Une multitude d'écrans et de données. Il faut dire que dans un aéroport, il faut forcément voir grand en termes d'équipement. Ce sont effectivement des installations qui sont très, très denses et qui correspondent d'ailleurs, pour la partie chaleur, à l'alimentation d'une ville d'à peu près 100 000 habitants. Chauffage, mais aussi climatisation ou éclairage, un aéroport est énergivore, avec des factures de plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année. Comment réduire son impact environnemental? Énergie renouvelable, avec la chaufferie, et également ses panneaux photovoltaïques, pour l'instant peu nombreux. Il a déjà fallu vérifier que leur surface n'éblouissait pas les pilotes et ne perturbait pas les systèmes de guidage. Autre piste, la nouvelle conception des bâtiments. Le hall M, dernier né de Roissy, consomme un tiers d'énergie de moins que les autres aérogares. Ça commence par des mesures de bon sens. Si par exemple la lumière extérieure est suffisante, on éteint tout simplement une partie des lampes du plafond. Une évidence, pas tant que ça. Jusqu'à présent, la plupart des aérogares étaient éclairés quasiment 24 heures sur 24, ou alors avec une coupure la nuit, mais en tout cas avec l'ensemble des luminaires en fonction. Et surtout, une des particularités de cet éclairage-là, c'est qu'on est en éclairage direct, c'est-à-dire qu'on éclaire directement la zone qui nous intéresse. Au contraire de l'éclairage indirect, où l'on réfléchit la lumière sur le plafond. Un moyen de mettre en valeur l'architecture, mais qui oblige à dépenser beaucoup d'électricité si on veut que la lumière aille jusqu'au sol. Question chauffage, les radiateurs sont remplacés par un dispositif plus efficace. Alors, le chauffage vient du sol. On a tout un réseau de canalisation dans le sol qui permet de diffuser une chaleur très homogène et à basse température sur l'ensemble de la surface. Des totems, comme celui-ci, diffusent le froid juste au niveau des passagers, quand le plus souvent, on climatise inutilement tout l'espace depuis le plafond. Des aménagements sources d'économie, sans compter le cœur du système, sous l'aérogare. Alors, nous voici dans le local des thermofrigopompes. Sur le même principe que les pompes à chaleur, ces machines produisent du froid et du chaud, avec 5 fois moins d'énergie qu'une chaudière classique. Bien sûr, l'aéroport, ce sont aussi les avions. De plus en plus nombreux, et qu'il faut faire voler par tous les temps, quitte à répandre sur les pistes des produits déverglaçants néfastes pour l'environnement. Des polluants qui finissent par arriver dans cette eau. Alors l'eau, elle vient du ciel. Ce sont des eaux pluviales qui ruissellent sur la plateforme, passent par l'ensemble de nos canalisations et arrivent dans un des bassins comme celui-ci. Des eaux polluées qui sont pompées, puis passent par cette roche volcanique où se développent des bactéries qui éliminent les polluants. À la fin du processus, l'eau nettoyée est rejetée dans les rivières. Des efforts pour réduire l'impact de l'aéroport que ne conteste pas ce représentant d'association de riverains, mais pour lui, le problème est ailleurs. On ne les voit pas à cause des nuages,
Mais les avions font partie intégrante de la vie des habitants de cette ville proche de Roissy. Ouais. C'est toute la journée. Bruit. La nuit. Et surtout pollution aux particules fines. Un avion court courrier, là, comme un Airbus 320, sur son cycle d'atterrissage-décollage, ça équivaut à 17 camions gros porteurs qui font 100 km. Donc vous en prenez 850 dans une journée, vous avez l'équivalent dans une journée de 150 000 camions. Le problème de la cohabitation entre riverains et avions se pose d'autant plus que le trafic passager pourrait doubler dans les 20 ans à venir. Nous voici au seuil des années 2000. Souvenez-vous, Leonardo DiCaprio triomphe dans Titanic. Le téléphone portable se démocratise, la télévision entre dans l'ère numérique, les images sont désormais filmées en HD pour haute définition et l'aéroport Charles de Gaulle entame la construction d'une nouvelle et gigantesque salle d'embarquement, Terminal 2, Hall M. Et là, une fois passés les derniers contrôles de sécurité, surprise! Avant même d'accéder à votre avion, vous devez obligatoirement traverser un magasin duty-free pour produits détaxés. Une traversée qui vous conduit au cœur d'un immense centre commercial, une reproduction de l'avenue Montaigne, 770 mètres de long, bordé de magasins de luxe, mais aussi de centres de soins, pédicure, massage, spa et même un musée. L'aéroport Charles de Gaulle offre un nouveau visage. S'agit-il de l'aéroport du futur? Pour le savoir, nous allons tout de suite rejoindre notre invité. Franck Goldnadel, bonjour, et puis merci déjà de nous recevoir dans votre aéroport. Quoique, quand je dis dans votre aéroport, quand on se retrouve dans la dernière née de vos plateformes, on a le sentiment d'être plus dans une galerie de commerce, de luxe et de services que dans un aéroport. Est-ce que c'est le visage de l'aéroport d'aujourd'hui? C'est effectivement ça. Roissy, c'est 62 millions de passagers. C'est un tiers de passagers qui sont en correspondance, c'est-à-dire que 20 millions de nos clients arrivent d'un avion et repartent sur un autre. Donc la seule image qu'ils auront de Paris et de la France, c'est leur moment de transit, de correspondance sur l'aéroport. Et quand on leur dit « mais qu'est-ce que vous recherchez ?» avant de quitter la France, eh ben, c'est un peu de Paris. Et donc ils veulent du service, ils veulent des boutiques, ils veulent pouvoir prendre encore une dernière image de Paris. Donc on se doit quelque part d'être à l'image de notre pays. Mais alors à partir de là, comment est-ce que vous voyez l'aéroport de demain? Donc l'aéroport de demain, c'est quoi? C'est un aéroport plus que jamais international. C'est un aéroport plus que jamais qui met en relation les hommes les uns avec les autres. Et c'est un aéroport qui doit de plus en plus être dynamique, digital aussi, laisser la place à la fois à des clients qui voyagent peu, mais qui doivent pouvoir y trouver tout ce qu'ils demandent, puis des passagers, des clients qui voyagent beaucoup pour leurs affaires ou pour d'autres raisons, et qui eux sont des habitués et qui ont besoin de plus en plus d'outils à la pointe du progrès. Voilà. Et arriver à faire cette alchimie entre ces besoins qui sont différents, c'est notre challenge de demain. Alors l'accès à l'aéroport, que ce soit pour y travailler ou pour voyager, c'est aussi important en termes d'impact écologique. On sait, venir à Roissy-Charles de Gaulle, c'est des embouteillages, c'est beaucoup de voitures. Qu'est-ce que là on peut faire pour réduire l'impact écologique de cette arrivée massive sur l'aéroport? Alors, il y a une problématique globalement d'abord de faire venir le personnel sur l'aéroport. 86 000 personnes travaillent sur cet aéroport. Il faut donc développer les transports, en particulier en commun, pour les faire venir non seulement aux horaires administratifs pour certains d'entre eux, mais aussi en horaires décalés, ce qui est une vraie problématique. Donc il y a déjà eu des opérations menées entre entreprises pour promouvoir le covoiturage. Ça, c'est une première chose. On travaille aussi avec les communes environnantes à développer des transports en commun à la demande pour ratisser en fait les communes autour, pour ramener des personnels qui travaillent sur l'aéroport. Mais on pense aussi que parmi les autres réponses, il y a tout ce qui tourne autour du Grand Paris et des transports en commun qui sont développés. Ça, on a trouvé à peu près les solutions. Par contre, il nous reste un sujet de fond, c'est le passager qui vient prendre son avion à Roissy ou qui arrive à Paris. Et là, il manque vraiment un transport dédié aux passagers aériens qu'on attend depuis longtemps. Qui existe dans beaucoup d'autres pays.
qui existe dans la liaison plupart directe entre la capitale des aéroports. Quand on regarde en Europe, Heathrow Express existe. Dans les aéroports asiatiques, il n'y a pas aujourd'hui un aéroport asiatique qui n'a pas un transport direct et rapide vers sa ville capitale. Aujourd'hui, il manque, c'est CDG Express. C'est un vrai point noir pour l'attractivité de Paris. Donc ce qui est fait au sein de l'aéroport pour réduire son impact écologique et faire des économies d'énergie, l'organisation des transports pour faire venir les passagers ou les gens qui travaillent de façon plus fluide, plus facile. Et le dernier point, c'est donc la collaboration avec vos partenaires, notamment avec les compagnies aériennes, pour optimiser l'approche des avions et le roulage sur les pistes. Là aussi, pour réduire l'empreinte écologique et réaliser des économies d'énergie. On a mis en place un dispositif qui s'appelle le CDM, qui est le Collaborative Decision Making. En substance, ça veut dire quoi? On a mis les compagnies aériennes, on a mis l'aviation civile, les contrôleurs aériens, et on a mis Aéroport de Paris pour faire en sorte qu'on optimise nos capacités aéroportuaires, c'est-à-dire globalement les décollages et les atterrissages sur les pistes, pour faire en sorte qu'un avion, quand il quitte son point de stationnement, il n'attende pas avant de décoller. Alors vous connaissez notre partenaire, Gérard Felzer. Gérard, lui, s'est rendu dans l'une de vos tours de contrôle pour voir avec les aiguilleurs du ciel comment aujourd'hui on fait en sorte de limiter donc la facture énergétique et de réduire l'impact écologique en gérant mieux la circulation des avions. 20 000 avions de ligne transportent chaque année plus de 3,8 milliards de passagers. Et pour réguler ce trafic, il nous faut bien entendu des contrôleurs aériens qui sont le plus souvent dans des tours de contrôle. Je vous y emmène. L'objectif d'un contrôleur est multiple, faire atterrir et décoller un maximum d'avions dans un minimum de temps. Lorsque l'avion a commencé sa descente, il est pris en charge par le contrôleur d'approche, d'où le nom de cette salle, la salle d'approche, bien qu'elle s'occupe également des décollages. Alors, comment ça se passe? On a un écran, chaque avion est identifié avec son altitude, son cap, etc. La complexité, c'est que les avions arrivent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. On voit ici un Airbus A320 qui est en descente et qui va venir s'intercaler dans tout l'axe des descentes pour se mettre sur les pistes sud. On va réguler sa vitesse pour le rapprocher le plus possible des autres avions. On a la même chose sur les avions qui arrivent du nord, un autre Air France ici, l'objectif étant de les aligner sur les deux pistes que nous voyons ici. Le talent du contrôleur aérien, c'est de faire réduire le temps de vol et de réduire donc la consommation et le bruit. Alors l'idéal, ce serait de réduire les moteurs et d'avoir ce qu'on appelle une descente continue tout réduit quasiment jusqu'à l'atterrissage. C'est pas si simple parce qu'il faut faire passer les avions au-dessus, en dessous. Donc faire des paliers intermédiaires aux avions, mais un palier ça coûte cher. Imaginez qu'un palier à 1200 mètres d'altitude, ce qui est le cas ici, eh bien c'est 100 litres de consommation par minute. Et une fois que tous ces avions sont alignés, eh bien, on passe à la vigie. Et là, ça se passe 80 mètres plus haut. Une fois les avions à moins de 10 km de l'aéroport, les avions sont pris en charge par les contrôleurs de la vigie, là où nous sommes actuellement. Et 1400 avions qui décollent et qui se posent chaque jour ici à Roissy, ça veut dire aussi les faire rouler de et vers leur poste de stationnement. Et là, c'est pas si simple. Air France 1854, vous êtes autorisé en piste 26 droite, départ Eric Sud 3 Bravo, transpondeur 76 47. Roissy, c'est 100 km de taxiway, les chemins de roulement. Nous avons ici le chemin du taxiway avec les avions qu'on voit ici circuler. Et l'objectif du contrôleur ici, c'est de diminuer le temps de roulage le plus possible. Le roulage des avions à Roissy, c'est 300 000 tonnes de CO2, c'est-à-dire l'équivalent du périphérique à Paris. Alors comment réduire ces temps de roulage, donc les consommations? D'abord évidemment réguler, fluidifier le trafic, affecter une piste le plus proche possible du point de stationnement, mais aussi des moyens techniques. On a par exemple mis au point le Green Taxi, c'est-à-dire équiper les avions avec des moteurs électriques sur le train d'atterrissage et mettre en route les moteurs au dernier moment. Ce système permettra aux compagnies d'économiser jusqu'à 4% de carburant. Voilà, il a décollé, on met take-off.
archivé. Ce numéro de Transportez-moi est maintenant terminé. Pour le revoir, poser des questions, réagir, rendez-vous sur notre page Facebook ou bien sur notre site transportez-moi.fr. Nous nous retrouvons le mois prochain avec un numéro spécial consacré à la télétransportation. Je plaisante. Puis en plus, ça marche pas la télétransportation. Je devrais être dans mon salon là, pas assise par terre au milieu d'un aéroport. Ce numéro de Transportez-moi, qu'est-ce qu'il y a? T'as du monde derrière? Ah, son architecte, Paul Andreu, a voulu le terrain tout en... Vas-y, reculons un petit peu parce que là, j'ai plus rien dit. Fou. Et vous m'avez fait le coup toute la journée, là. C'est bien cette voix douce, hein, pour les cockpits, ça pacifie, c'est formidable. Hein, on se sent bien quand on envoie une... LCP Assemblée nationale et MAF Assurance vous ont présenté, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi.